OK? Autre élément aussi qu'on a noté, beaucoup d'employeurs vont nous dire, ou des gens des ressources humaines, quand l'entreprise est suffisamment importante, suffisamment grande pour avoir un département de ressources humaines, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein? On dit qu'à peu près, les chiffres, là, ça varie, mais l'économie québécoise, c'est à peu près 98% de petites et de moyennes entreprises. En région, il y a beaucoup de petites entreprises aussi, des petites manufactures. Il y en a des grandes aussi, ça, remarquez bien. Mais celles qui ont des départements de ressources humaines ou qui ont des gens qui sont dédiés justement à l'attraction et à l'embauche, souvent vont dire, nous, oui, on est convaincus, on sait que c'est la chose à faire. On sait qu'il y a beaucoup d'opportunités. Il y a des gens qui ont été sélectionnés, parce qu'il ne faut pas oublier, le niveau macro derrière, c'est quoi? C'est que le Québec sélectionne, a une des politiques, une des pratiques les plus, je dirais pas les plus strictes, mais les plus structurées en matière de sélection des personnes immigrantes au monde. Je sais qu'on critique, j'ai travaillé avec le vérificateur général en 2010 pour revoir la grille, etc. Puis il y a eu d'autres fonds de la grille. Monsieur pourrait témoigner plus que moi là-dessus. Puis les efforts sont super, mais c'est sûr que l'adéquation n'est pas toujours là. Mais en même temps, le Québec est une des sociétés dans le monde, et j'ai pas de misère à le dire, qui a un processus de sélection qui est passablement structuré, encore une fois. J'hésite à dire strict. Donc, tout ça pour dire que au niveau, les gens vont dire, oui, on sait, il y a des gens qui sont super qualifiés à Montréal, qui viennent d'arriver, on sait très bien, les taux de diplôme, les nouveaux arrivants possèdent plus de diplômes universitaires que la population, classique, etc. Mais ce sont nos employés qui ne sont pas prêts. Donc, d'un côté, on a un discours d'employeur qui dit, ça me prend de la main-d'œuvre. Le Québec, on n'est pas capable de former, etc., notamment au niveau de la formation professionnelle. Je sais que là, je n'ai pas le choix, il va falloir que je me tourne vers la main-d'œuvre des immigrants. Ça, c'est le discours employeur. Le discours RH, lui, il est plus, on est convaincu, on sait, on est même prêt à faire des formations, à préparer les employés, mais ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts, puis il y a de la réticence, puis il va y avoir de la résistance, etc. Parce qu'on n'est pas sûr si on va aller sur ce chemin-là. Donc, voyez-vous, ces deux éléments-là s'alimentent énormément. Ça, c'est deux choses qu'on revoit, qu'on voit, qu'on entend beaucoup lors de notre recherche. Alors, je vais essayer d'avancer un peu, parce que ça, c'est un petit peu ce que je voulais voir. L'identification des pratiques. Je vais y aller avec ça, ça va aller plus vite. OK? Un autre objectif aussi de la recherche, c'était identifier des attitudes et des comportements. J'ai dit un peu des deux ici. Okay? Les employeurs, et au niveau des pratiques, je reviens là-dessus, ce qu'on voit et qui, moi, me laisse toujours un peu perplexe, parce que je ne sais pas si je devrais me réjouir de ça ou non, ce sont les employeurs qui trouvent trop compliqué de venir à Montréal, par exemple, pour recruter, qui n'ont pas le temps de le faire, mais qui ont le temps d'aller jusqu'aux Philippines pour aller chercher des travailleurs temporaires, par exemple. Bon, je n'ai rien contre les travailleurs temporaires. Mais je pense qu'à ce niveau-là, il y a peut-être quelque chose là, qui ne marche pas, à mon avis. Il devrait y avoir peut-être... Je vais prendre l'exemple de cet employeur qui me dit « Moi, j'ai cherché des peintres en bâtiment. » Ce n'est pas un travail qualifié. Je le considérais peut-être, en tout respect pour ceux qui font ça, peut-être de semi-qualifié à quelque part. Et encore, il faut voir. Il n'a pas été capable de trouver des peintres. Il est venu à Montréal aussi. Par contre, il avait fait quand même certains efforts et il a décidé d'investir et il est allé lui-même aux Philippines pour revenir avec 4 Philippins pour travailler avec un permis de travail temporaire. Donc, c'est 2 ans, hein, grosso modo. Ça a coûté 20 000 $ à l'entreprise, mais il y avait besoin de main-d'œuvre l'homme immédiate. Donc, c'est souvent les difficultés d'attirer des gens qui sont déjà sur place fait en sorte qu'on va aller chercher des gens à l'étranger. Évidemment, pour une entreprise, il y a aussi plusieurs avantages à aller chercher des gens comme travailleurs temporaires parce que, bon, ils restent 2 ans. Souvent, ils ne veulent pas trop se casser la tête avec c'est quoi mes droits, etc., etc. Je ne dis pas qu'ils sont en train d'exploiter. Je dis juste que les gens posent moins de questions. Ils viennent, ils travaillent pendant 2 ans. Ils peuvent s'en retourner chez eux après, puis ils ont réussi à atteindre leurs objectifs, etc. Puis l'employeur, bien, généralement, est aussi relativement content de ça. Ceci dit, à leur décharge, les employeurs en région, puis on va le trouver ici peut-être aussi, mais d'une certaine manière, accentué par le fait que c'est en région, beaucoup de compétition. Beaucoup de compétition pour aller chercher des gens, mais pour les retenir surtout. Les salaires ne sont pas toujours super compétitifs si on compare à Montréal, même si le coût de la vie coûte moins cher, et moins élevé, pardon.
Donc, il y a beaucoup de compétition entre des industries, des entreprises d'une même industrie, d'un même secteur industriel pour aller chercher, parce que si tu offres $1 de plus de l'heure, ben, la personne va aller de ton côté. Donc, ça, ce sont des problèmes auxquels ils sont confrontés. Les salaires, encore une fois, pas toujours hyper attirants. Pour les personnes, pas juste pour les immigrants, mais les personnes de manière générale qui vivent dans ces régions-là. Mise en commun, donc l'idée c'était un petit peu ça va aller, et puis là, synthèse et formation. Alors, ça c'est un peu, sans vouloir trop rentrer dans les détails, c'est un peu schématiser la manière dont on essaie d'analyser l'ensemble des problématiques liées à l'attraction, la rétention puis l'intégration des travailleurs immigrants. Alors, on regarde l'attitude et les comportements, et on va mettre l'accent le plus possible, oups, je ne savais pas que ça bougeait ça, OK? Sur la gestion territoriale des ressources humaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, entre autres choses, de mettre en contexte les difficultés. Alors, les gens qui travaillent beaucoup sur les questions, je ne vous apprends rien, mais je pense que c'est toujours bon de se le rappeler que chaque contexte, chaque région a ses propres caractéristiques qui favorisent plus ou moins l'intégration des personnes immigrantes. Et pour ça, bien, il faut aussi connaître le tissu, je dirais le tissu social de ces communautés. Actuellement, puis demain matin, on a une présentation avec les gens de la MRC du Granit, c'est-à-dire lac Mégantic, près de la frontière américaine, là, ceux et celles qui sont moins familiers, pas tellement loin de Sherbrooke. On a fait une étude on a utilisé un questionnaire, c'est américain le truc, mais tu peux l'adapter facilement. Espèce de test plus ou moins psychométrique sur le degré d'ouverture dans ce cas-ci, c'était des employés, par rapport à la diversité culturelle. Donc, mais tout ça, c'est anonyme, c'est confidentiel, mais tu réussis à avoir un portrait assez... Il y avait 30 entreprises qui ont participé dans la région, un portrait assez précis du degré d'ouverture collectif, si vous voulez, de l'ensemble de ces entreprises-là par rapport à la différence culturelle. Et je dirais que les résultats sont, somme toute, relativement positifs, mais en même temps, ce qui est toujours intéressant de voir, c'est que les gens ont tendance soit à minimiser les différences culturelles, ou soit à considérer que le problème, en fait, ce sont les personnes immigrantes qui arrivent avec leur bagage culturel, qui ne veulent pas s'adapter, etc. Et là, on revient à ce que je mentionnais tout à l'heure. À l'intérieur même de cette grande catégorie personnes immigrantes, nouveaux arrivants, minorités culturelles, ethno-culturelles, appelez-les comme vous voulez, il y a une stratification, si vous voulez, il y a une hiérarchisation qui est déterminée par le majoritaire, c'est-à-dire comment le majoritaire va déterminer d'une certaine façon qui est plus proche de nos valeurs ou moins proche de nos valeurs. Et évidemment, je ne vous le cacherai pas, la question religieuse ressort énormément dans ce cas-ci. Donc, on a fait ça avec une municipalité régionale de comté et on a fait aussi, parallèlement, un questionnaire en ligne pour la population. Pour voir, et on essaie de croiser, là, demain on va les présenter ça, là, je ne veux pas trop vous présenter de résultats, mais sur ça, mais voir un petit peu, justement, est-ce que la population se sent prête? Est-ce que la population veut qu'il y ait plus de personnes immigrantes qui viennent s'installer dans leur région? C'est une très belle région par ailleurs, mais c'est assez éloigné, c'est à peu près à 3 heures de Montréal, vers le sud. Et est-ce que les entreprises sont prêtes aussi à faire une place à ces gens-là? Considérant le contexte, considérant la conjoncture, pénurie de main-d'œuvre, etc. Oui? Juste par curiosité, oui? C'est un bon commentaire. En fait, oui, c'est une influence. Il y a Bennett, mais il y a aussi, en fait, ça s'appelle le IDI, le Intercultural Development Inventory, et qui est inspiré de Bennett, effectivement. Donc, il y a un continuum. Je pense que je l'ai ici, d'ailleurs, si je peux y arriver. Ici, je pense que je l'ai. Puis je reviendrai plus tard à mes autres éléments. OK, c'est ça ici. Voyez-vous? C'est très... Alors, juste pour vous dire, dans notre étude, et c'est ce qu'on retrouve de manière générale, parce que je reviens peut-être, je fais du coq à l'âne, mais je reviens un peu à ce que je mentionnais sur le Québec tout à l'heure, la majorité des gens, quand on leur pose des questions sur leur degré d'ouverture, vont avoir tendance à se situer... Oups! C'est sensible, ça? Vont avoir tendance à se situer ici, OK, au niveau de la minimisation. Oui, il y a des différences, mais ça ne fait pas de différence. Mais quand tu regardes les comportements, quand tu regardes, tu écoutes des employeurs te dire, bien, on n'a pas le choix. Quand tu écoutes des gens des ressources humaines te dire, bien, nous, on est convaincus que c'est ça qu'il faut faire, mais nos employés ne sont pas prêts.
ben tu te dis, c'est que finalement, ça compte plus que juste de minimiser le fait qu'il y ait des différences, mais finalement, ça compte pas en bout de ligne. Évidemment, et ça, c'est un autre élément, mais c'est pas propre à la MRC du Granit ou ailleurs, là, ou aux régions. Les gens ont tendance à, en fait, se situent là, mais ont tendance à se considérer comme étant soit au niveau de l'acceptation, soit au niveau de l'adaptation. Tout le monde se considère plus ouvert, autrement dit, que ce qu'il est. Et ça, c'est pas le propre des Québécois classiques. Je pense que c'est le propre de la nature humaine jusqu'à un certain point. Et l'avantage d'un outil comme celui-là, c'est que... Puis moi, j'ai été formé aux États-Unis là-dessus. Je n'étais pas très convaincu. J'étais un peu critique par rapport à ce genre d'outil. Mais je vous avoue que c'est assez convaincant. C'est un questionnaire d'une 50aine de questions. Puis tu peux pas... C'est très difficile de tricher. Avec ce genre de truc. J'ai trouvé que c'était quand même assez pertinent comme... mais merci de rappeler que c'est effectivement comme ça. Alors, le défi des employeurs, si on revient là-dessus, hein, bon, ça va, c'était des petites entreprises, des entreprises assez bien établies, donc la plus jeune avait 10 ans. OK, c'est quand même des entreprises qui sont là depuis longtemps. C'est beaucoup des entreprises qui font affaire avec d'autres entreprises et non pas avec une clientèle directement. Donc, on utilise le terme anglais, là, B2B, là, business to business ou business to consumer là, ou client. Mais c'est plus des entreprises qui font affaire avec d'autres entreprises. Ça aussi, c'est le genre de commentaires qu'on peut recevoir. Nous, oui, on est prêt à avoir, mais mes clients, ah non, une femme voilée, mes clients ne pourront pas. Tu sais, Mohamed, ils ne pourront pas. C'est ça, je l'entends. Okay? Je ne vous apprends rien en disant ça, mais c'est ce genre de truc. Évidemment, c'est le genre de choses qui ne favorisent pas l'attraction non plus. Hein? Puis donc, prendre des mesures pour justement pallier à ça. Alors, les défis des employeurs qu'on a recensés ici, pénurie de main-d'œuvre, difficulté d'attraction, formation également, mais quand on parle de formation, ce n'est pas la formation à la gestion de la diversité. Ici, on parle de formation, donc on considère que les gens ne sont pas suffisamment formés. Et puis, la question de la rétention. Là où il y a un élément très positif, à mon avis, pour les personnes immigrantes, sur ça, c'est qu'on entend souvent de dire, au Québec, on ne sait pas comment former des gens, puis on sait qu'il y a des immigrants qui arrivent qui sont très formés. Je reviens à la fameuse question de la grille de sélection. Donc, les employeurs, de manière générale, qu'on a consulté, qu'on a interrogé, sont au fait que, comme je le disais tout à l'heure, il y a une main-d'œuvre immigrante à Montréal, entre autres, peut-être à Québec aussi, puis ailleurs, mais bon, disons grosso modo, vous savez comme moi, c'est plutôt dans la région de Montréal, qui est bien formée, qui pourrait pallier, théoriquement, à leurs besoins en ce qui concerne la main-d'œuvre. OK? Si je fais un petit détour pour revenir à la question de l'entrepreneuriat, là où il y a un défi, mais pas chez les employeurs, mais plutôt un défi pour les personnes immigrantes qui s'installent, et ça devient un défi pour les employeurs par ailleurs, c'est le manque de soutien, c'est le manque de ressources dans ce fameux écosystème. Il y a des organismes locaux. Mais dès qu'on s'éloigne un peu d'un grand centre en région, donc si on est à Sherbrooke, ça va, il y a des organismes, mais si on dépasse un petit peu, on va Lac-Mégantic, par exemple, pour revenir à ce que je mentionnais tout à l'heure, le manque de services fait d'accompagnement pour les personnes immigrantes, non seulement c'est moins attirant pour les personnes immigrantes, mais en plus, les employeurs nous disent, on est obligé de prendre en charge presque la vie personnelle des gens. Absence de réseau. Combien d'employeurs m'ont dit « Ah, moi, tu sais, un tel, il est super bon, etc. » Mais tu sais, moi, il m'appelle le dimanche, j'ai des problèmes avec Vidéotron, j'ai des problèmes avec TELUS, j'ai des problèmes... Alors, l'employeur, il y en a qui sont prêts à le faire. Mais ce n'est pas tous les employeurs qui sont prêts à faire ça, ou minimalement, ils ne se sont pas préparés à le faire. Donc, pour eux, c'est un élément en disant « Si je fais venir des travailleurs issus de l'immigration, il faut que je prévoie un peu, là, soit avoir quelqu'un qui va les accompagner, surtout au début, ou sinon, moi, je vais le faire dans une approche un petit peu plus paternaliste, si vous voulez, une entreprise un petit peu plus de style familial. Donc ça peut être, mais à mon avis, c'est là que je veux en arriver. Il y a des opportunités aussi pour les personnes immigrantes, peut-être de se lancer en affaires dans les services dans les régions pour ce genre d'accompagnement, etc. Okay? Mais tout ça pour dire là, que les employeurs, sans dire que ça leur fait peur, ont soulevé à plusieurs reprises le fait que je trouve ça intéressant, mais éventuellement, si j'en ai 10, 12, 15, je ne pourrais pas recevoir des appels le soir puis les week-ends puis les prendre en charge. Donc, s'il y en a peu de personnes, ça va. Je tiens aussi à mentionner que les employeurs qu'on a interrogés, qui avaient, parce que ce n'est pas tout le monde qui en avait,
Très peu n'avaient jamais expérimenté, disons, d'avoir des employés issus de l'immigration, mais ceux qui en avaient, ceux qui en ont eu là, plusieurs, puis depuis plusieurs années, ont tous été, sans dire « Ah, ils travaillent mieux que les Québécois », c'est pas ça, parce qu'en même temps, un travailleur, c'est un travailleur, mais ils ont tous, il n'y a personne qui a vraiment d'expérience négative à partager. Là où il y a des aspects plus négatifs qui sont soulevés, c'est la crainte, et là encore, je reviens à ce que je mentionnais tout à l'heure, des questions religieuses, des questions d'accommodement, et évidemment des craintes, si je peux me permettre, qui ne sont pas fondées et qui sont accentuées par des débats au Québec qui, malheureusement, prennent des tournures plutôt négatives et qui favorisent en rien, si vous voulez mon avis, là, même si vous ne voulez pas, je vais vous la donner, qui favorisent en rien l'intégration, puis justement ce que je parlais tout à l'heure, la relation interculturelle. Dans ton étude, ouais. Par rapport aux entreprises qui ont répondu en disant on reçoit des fois beaucoup de demandes, d'appels, les choses sont hors travail, un statut généralisé pour l'ensemble des entreprises, puis c'est quoi l'ampleur, c'est quoi qui est documenté comme étant des types d'appels ou de demandes qui étaient hors du travail comme ça? Bon, écoute, je ne l'ai pas recensé, alors je ne pourrais pas dire. Je vous dirais quand même, là, puis je pourrais à la limite vérifier, mais je pense que c'est à peu près 4 à 5 cas sur 10, donc à peu près 40-50 des employeurs qui ont eu récemment des personnes immigrantes, qui ont dit, parce qu'il faut voir, si la personne arrive en région, par exemple en Beauce, dans la Beauce, oui, s'il n'y a pas beaucoup de personnes immigrantes dans l'entreprise puis dans la communauté, bien, tu vas t'accrocher, au début minimalement, tu vas t'accrocher à ton seul réseau, qui est ton réseau interne à l'organisation, donc soit à ton patron, à ton supérieur immédiat ou à un collègue, etc. Tu vois? Alors souvent, ce qu'on nous disait aussi, c'était pas nécessairement la personne qui a répondu à nos questions, mais aussi ils ont dit, des gens dans mon entreprise sont obligés de prendre, pas de les prendre en charge, c'est exagéré de dire ça, mais de leur montrer des choses. Et c'était pas toujours perçu négativement. Puis je pense qu'en fait, que probablement qu'à long terme, c'est pas négatif du tout. C'est plutôt quelque chose de positif parce que ça peut créer des liens. Mais, pardon? Ben oui, tout à fait. Mais c'est perçu comme étant une tâche supplémentaire à accomplir. Et ça peut creuser. Je vais raconter un autre élément aussi qui, ça, me fait beaucoup réfléchir. J'avoue que c'est très anecdotique parce que c'est une seule fois que ça m'est revenu, mais je pense que ça illustre bien quand même les difficultés pour les employeurs d'attirer et d'intégrer des personnes issues de l'immigration. L'entreprise va chercher des travailleurs temporaires issus de la Tunisie, des soudeurs. Vous savez, on en parle beaucoup, le fameux il y avait le plombier polonais, puis là, ça, c'est le soudeur québécois, le soudeur étranger, je ne sais pas comment. Donc, cette entreprise va chercher 3 soudeurs tunisiens. Très bonne pratique de mon point de vue, du point de vue du management de la diversité. On décide de bien préparer la venue de ces 3 personnes-là. On leur trouve un loyer. C'était dans un petit village, donc c'était pas facile non plus, etc. Ils ont mis tout en place pour que ça se fasse facilement, l'adaptation. Et les soudeurs tunisiens étaient super contents. Mais, par retour des choses, les travailleurs déjà en place ont reproché à l'entreprise, non pas d'avoir fait des choses pour accueillir les Tunisiens, mais plutôt d'avoir fait plus pour ces Tunisiens-là que pour eux-mêmes quand ils sont arrivés dans l'entreprise. Donc, c'est généré, tu sais, je parlais de méfiance tout à l'heure, c'est généré, c'est un effet, c'est un backlash, si on peut dire. Alors, c'est anecdotique, je l'ai dit, c'est juste une fois qu'on me l'a dit, mais je pense que c'est symptomatique aussi, à quelque part, du fait que les entreprises veulent attirer, pas toujours pour les bonnes raisons, souvent parce qu'ils se disent on n'a pas le choix, mais encore une fois, quand tu fais les choses parce que tu n'as pas le choix dans la vie, tu es fait avec moins de dynamisme puis d'enthousiasme en général. Mais ils veulent le faire, mais c'est aussi vrai à quelque part quand ils disent que leurs employés ne sont pas toujours prêts. Parce que dans ce cas-ci, c'est généré une espèce de jalousie, pour le dire comme ça. Là où je mentionnais tout à l'heure, la question des travailleurs étrangers, là, je ne sais pas combien j'ai de temps, je n'ai pas trop calculé, peut-être 15 minutes, c'est ça? Un petit peu plus? OK. Les employeurs, sont aussi conscients du peu de personnes immigrantes qui veulent venir dans leur région. Je pense que les gens là-dessus font preuve d'un certain réalisme, ça va de soi. Il y en a qui ont essayé, il y en a qui ont participé à toutes sortes d'initiatives, de chambres de commerce, etc., pour essayer d'attirer, d'aller en chercher. Et donc, mais devant les difficultés, se sont tournés vers, comme je le disais tout à l'heure, les travailleurs temporaires
avec les difficultés, les complications, mais aussi les facilitateurs que ça peut entraîner, c'est-à-dire d'aller les chercher. Tu sais que les gens vont venir travailler tout de suite directement. Un peu de mobilité au niveau des opportunités de travail, etc. Donc, tu peux t'assurer pendant à peu près 2 ans là, d'avoir des gens qui peuvent travailler dans les milieux de travail. Déficience des milieux d'accueil, difficulté à vendre la vie en région, ça va de soi. C'est clairement très difficile. Encore une fois, je reviens pour reparler de notre question de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat en région pour les personnes issues de l'immigration, moi, je pense que ça devrait... Il y a des opportunités focalisées sur la question des services. Mais quand on parle de service, ça peut être juste aussi offrir des produits. Hein? Parce qu'un des éléments, c'est pas tant le travail qui bloque, qui achoppe, mais c'est plutôt la vie. En dehors du travail, j'aurais rien à faire, j'aurais pas de communauté, j'aurais pas de produits, etc., etc. Donc, le confort, disons-le comme ça, le confort intracommunautaire qu'ils peuvent vivre à Montréal, par exemple, mais ils peuvent plus difficilement le retrouver en région. Donc, il y a aussi peut-être là-dessus certaines opportunités. Il y a l'opportunité de faire un package deal avec des travailleurs immigrants qualifiés. Oui. Il y a aussi des entrepreneurs immigrants. Tout à fait. Ben oui. Ben oui, ça pourrait, tout à fait. Oui. Le seul problème là-dessus que je vois, mais c'est une bonne idée, le seul problème, c'est que là, tu vas être beaucoup dans le monoculturel. C'est-à-dire que si tu veux attirer des gens qui vont pouvoir avoir les produits, monoculturel dans le sens, tu vas être telle région du monde, ça va te prendre un entrepreneur qui fournit des produits de ça, parce que les Latino-Américains, ça ne mange pas nécessairement la même chose que d'autres, etc. Donc, il risque d'avoir, l'arrimage risque d'être assez complexe. Ah ben oui, tout à fait. Non, clairement. Puis, je voudrais aussi réinsister sur une chose, puis ce que tu mentionnes, Delphino, ça m'amène à ça. Au Québec, c'est pas le manque d'initiative, hein, le problème, encore une fois. C'est impressionnant le nombre de choses qui se fait. La Chambre de commerce de Montréal, de Montréal métropolitain, avec le programme Interconnexion, la Fédération des chambres de commerce. J'ai eu l'occasion de travailler un petit peu avec eux il n'y a pas tellement longtemps. Ils ont organisé une foire de l'emploi dans l'est de Montréal pour ensuite dire il y a tel emploi, tel emploi dans telle région, etc. Puis ensuite organiser des bus nolisés, que ce soit en Abitibi, que ce soit en Estrie, que ce soit dans la Naudière ou ailleurs. Ils le font. Il y a ce genre de tentative de connexion-là. Hein, ça se fait. Est-ce que les employeurs... Moi, ce que j'ai trouvé aussi dans le discours des employeurs par rapport à tout ça, par rapport à cet écosystème, tous les services offerts potentiels, c'est que les employeurs ont une approche ou une vision plutôt assez défaitiste, assez négative de tout ça en disant « ça ne sert à rien, c'est pas ça qu'on a besoin, etc. » Moi, j'ai besoin d'un bon employé qui sait comment travailler sur telle machine, qui sait dans les secteurs industriels, par exemple, on va retrouver beaucoup ce genre de choses-là. Mais en même temps, il ne s'empêche pas de l'importance que ça peut avoir. Bon, ça va ici. Donc, il y a un degré d'ouverture à ça, mais pour quelle raison? En bout de ligne, la fin justifie les moyens, vous me direz, mais je reviens sur cette idée. C'est une ouverture qui a ses limites, dans la mesure où c'est une ouverture qui vient d'un problème. Dès qu'il n'y aura plus de pénurie de main-d'œuvre, est-ce qu'on va continuer dans cette voie-là? On peut se poser la question. Très grande majorité des personnes interviewées ne distinguent pas les travailleurs migrants des autres types de travailleurs. Je l'ai mentionné tout à l'heure avec l'étude qu'on a fait plus en détail avec Mégantic, la région du granit, par exemple. La très grande majorité des personnes tendent à minimiser les effets des différences culturelles. Encore là, je pense que ça, c'est une erreur. C'est peut-être une erreur humaine, d'une certaine façon, et non pas des employeurs ni des Québécois classiques, mais c'est une erreur quand même, parce que si on minimise j'ai même pas touché. Si on minimise les différences, ça va nous empêcher aussi de bien préparer les milieux. Et ça, je pense qu'il y a un gros travail de sensibilisation à faire auprès des employeurs. Un gros travail de sensibilisation auprès des employeurs qui ont tendance à être très critiques par rapport à tout ce qui se fait et par rapport aussi à la formation. Pas juste par rapport aux immigrants, mais par rapport à la formation de manière générale, que les gens ne sont pas préparés, etc., etc. Qu'est-ce que je pourrais dire? Là, ça va. Quand c'est des postes peu qualifiés, il y a un taux de roulement qui est plus important. Ça va de soi. Je pense que ça, c'est une logique économique implacable à ce niveau-là. Donc, ça rend évidemment les choses un petit peu plus compliquées. Hein? Le recrutement est plus difficile aussi, ça va, etc., etc. Déficience des milieux d'accueil, ça je l'ai dit tout à l'heure. OK, j'étais ici, je m'excuse. Très important, je reviens là-dessus. Moi, je pense que le travail en silo, c'est pas porteur de quoi que ce soit.
C'est très important que les acteurs clés, et il y a des exemples intéressants. Je vais le nommer, là, Stratégie Carrière, par exemple, en Mauricie, a fait du travail, à mon avis, qui est quand même assez pertinent, assez intéressant. Il y a des tables de concertation, il y a aussi des pratiques intéressantes entre employeurs qui vont partager, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais partager des employés aussi. Donc, quand on réussit à attirer, par exemple, des personnes immigrantes, ben, si on en a besoin juste à temps partiel, on sait que l'autre entreprise, même des fois le concurrent, on a besoin également à temps partiel, donc on va lui réussir à offrir un temps plein, mais à deux personnes. Évidemment, les secteurs d'activité, si je prends les entreprises en informatique comme CGI, dans la région de Trois-Rivières, Shawinigan, c'est sûr qu'eux ont plus de facilité à attirer des gens de la main-d'œuvre immigrante parce que, tu sais, des gens qui ont gradué de Polytechnique en génie informatique, c'est des bons emplois. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut faire très attention de ne pas isoler la variable immigrant non plus, parce que si on fait ça, je pense qu'on ne comprend pas non plus l'ensemble des problématiques et de la complexité de l'intégration au marché du travail. Il faut aussi la repositionner dans un contexte plus global, d'où cette idée des 3 niveaux aussi. Oui, ça c'est assez intéressant, même intéressant dans tous les sens du terme. Je reviens à la question des travailleurs temporaires. Souvent, les entreprises vont avoir tendance à mettre plus de ressources pour l'installation et l'intégration des personnes temporaires. Mon exemple des travailleurs tunisiens est un exemple parmi d'autres, que pour aller recruter de la main-d'œuvre à Montréal, par exemple. Je reviens souvent sur Montréal, là, mais la main-d'œuvre immigrante. Donc, parce que là, on se dit, ben, OK, on va y aller. Il y a même des employeurs qui vont sur place, qui déboursent de l'argent, etc., pour faire venir des travailleurs, en espérant que ça va fonctionner. Donc, je ne sais pas si je dois me réjouir de ça personnellement, parce que je trouve que c'est un peu dommage quand même qu'il n'y ait pas plus de connexion, si vous voulez, avec des immigrants qui sont déjà sur le territoire québécois, sans pour autant dénigrer ou enfin ne pas reconnaître l'apport des travailleurs temporaires aussi. Ça va, écoutez, le reste ici, c'est pas mal la même chose, mais peut-être que là-dessus, je passerai à une série de questions de votre part si vous en avez, mais il faut pas se leurrer, encore une fois. On est dans une logique très instrumentaliste, très instrumentale de la main-d'œuvre immigrante et des entrepreneurs immigrants aussi, dans la mesure où ça doit servir à un but particulier. Et comme une personne immigrante, par définition, c'est une personne qui est fragilisée pour toutes sortes de raisons, peu importe son statut, bien évidemment que cette instrumentalisation, pour le dire comme ça, a des répercussions aussi peut-être un petit peu plus grandes sur les attentes de cette personne, quant à la société québécoise, quant à l'employeur, quant à la région qui va l'accueillir, etc., etc. Et ce qui génère aussi, ces attentes génèrent aussi, quelque part, des incompréhensions, des malentendus chez la part des employeurs et la part des gens qui sont issus de ces communautés, c'est-à-dire en région.